Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Sandrine Charpentier, la présidente de Mixity, la solution digitale RH qui permet de promouvoir la diversité et l'inclusion. L'entreprise vient de lancer la première certification européenne sur ces enjeux. Pour notre débat, on va décoller à bord du futur Solar Airship One, un dirigeable rigide qui fonctionne à l'énergie solaire, sans bruit, sans émissions de CO2, sans infrastructure lourde au sol, transport, tourisme, fret, aide humanitaire, surveillance civile ou militaire. Les débouchés sont nombreux, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Willow, cette solution qui aide les consommateurs à mesurer l'empreinte carbone de leurs achats. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Sandrine Charpentier, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc la présidente de Mixity, vous l'avez créée en 2019, solution numérique qui permet de mesurer, de piloter l'action d'une entreprise en matière de diversité et d'inclusion. Une question assez générale pour commencer, à quel point c'est devenu une préoccupation importante, grandissante des milieux économiques ? On a constaté depuis 3 ans déjà une prise de conscience assez forte sur ces questions de diversité et d'inclusion à différents niveaux parce que on sait que les citoyens, les candidats, les employés sont de plus en plus en demande de preuves de la part de leur organisation sur l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Donc ça, c'est un premier facteur. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui passé d'un marché de l'emploi à un marché de candidats où il faut davantage se battre aussi. Et soigner sa marque employeur, exactement, notamment. Sa marque employeur. Et donc, la diversité et l'inclusion, le fait de se dire, je rentre dans une entreprise qui correspond à la société telle qu'elle est, j'ai les mêmes opportunités d'accéder à un emploi et de progresser, de me développer dans l'organisation et de me sentir inclus aussi quand je peux contribuer à un projet, ça permet évidemment d'améliorer l'attractivité de l'entreprise et ça permet aussi de fidéliser, d'engager davantage les équipes quand on sait qu'aujourd'hui la question de l'engagement c'est un vrai sujet. Et puis il y a aussi au-delà de ça la performance économique. Alors il y a plusieurs études qui le prouvent ça, est-ce que vous pouvez nous les détailler? Moi j'ai en tête une étude de McKinsey, je ne sais plus de quand elle date, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ça, alors il y a une étude de McKinsey, il y en a beaucoup des études et elles vont toutes dans le même sens, donc ça c'est vraiment super. Et donc cette étude de McKinsey qui date de 2020 démontre que quand on a notamment, alors il y a 2 chiffres importants, quand on a une diversité de genre dans les boards, dans les directions générales des entreprises, on a 25% de plus de performance économique que d'autres entreprises qui sont moins avancées sur ces questions, et même sur la diversité d'origine, puisqu'il y a eu récemment aussi des études menées par McKinsey sur ce point-là, il y a 35% aussi de performance économique accrue quand on a au moins une diversité ethnique dans le board de l'organisation. Et récemment, il y a une super étude aussi qui est parue, c'est la plus grosse étude qui a été menée par BlackRock, qui est très récente. Donc BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs et d'investissement mondial. Donc c'est une étude qui a été menée sur plus de 2000 entreprises dans le monde et qui renforce ces constats avec le fait qu'une entreprise qui est diverse, alors diverse pas forcément qui a plus de femmes ou plus de diversité, mais qui est équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a une représentation assez cohérente de la diversité dans l'organisation à toutes les étapes, toutes les strates de l'entreprise, eh bien, elle est 29% plus performante en EBITDA que les autres. Donc allez-y. Voilà, le message, c'est vraiment ces chiffres. Le message, il ne faut pas hésiter, allez-y. En février prochain, ça fera 5 ans que vous avez créé l'entreprise avec Dominique Crochu et Jérôme Fortino. D'où l'idée vous est venue? Tiens, je voudrais bien démarrer par ça. Et peut-être aussi, vous nous dites, ça fait 3 ans, ça veut dire qu'au début, ça a été un peu difficile de convaincre? Alors complètement. Alors quand on a créé Mixity, l'idée c'était de se dire qu'on voyait que les entreprises avaient envie de s'engager sur ces questions, que c'était pas forcément évident parce que c'est un sujet complexe, sensible. Il y a des enjeux de réputation, des enjeux évidemment de performance. Mais nous on était convaincus que la transparence, le fait de donner des preuves, c'était ce qu'attendaient aujourd'hui les parties prenantes des organisations sur ces questions, et que la data, parce que moi je suis une entrepreneur de la tech et avec mes associés on est très engagés sur l'innovation
l'innovation technologique qui peut aider l'innovation sociale. Et en fait, on s'est dit, si on mesure, si on donne des éléments factuels, tangibles, on peut aider les entreprises à comprendre où elles en sont et à avancer sur ces questions. Donc la transparence, ça nous a vraiment réunis pour créer ce projet. Comment vous évaluez? D'ailleurs, qu'est-ce que vous évaluez quand on dit mixité, inclusion? On parle de genre, on parle de handicap, on parle de quoi? Alors oui, c'est un vrai sujet parce que la mesure de la diversité et de l'inclusion, surtout en France, c'est un sujet qui est pas simple parce que autant sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, sur le handicap, on a des lois, des réglementations, des moyens de mesurer, autant quand on rentre sur des sujets plus complexes que de la mesure des origines sociales et ethniques. On n'a pas le droit à des statistiques ethniques en France, tout simplement. Sur la question de l'orientation sexuelle, identité de genre, des âges aussi et de cet aspect intergénérationnel, comment on mesure ça en fait et comment on mesure la perception d'inclusion. Donc nous déjà on est une jeune entreprise innovante, donc on est accompagné aussi et reconnu pour nos travaux de recherche sur cette question. Et en France, on peut tout mesurer, même les origines ethniques. Et ça, c'est quelque chose, un message qu'on porte fortement auprès des organisations. Par contre, il y a un cadre. Ok, alors expliquez-moi, parce que comment vous faites alors que j'ai vérifié pour préparer l'émission, le fichage, les statistiques ethniques sont interdites en France. Voilà, alors on peut tout mesurer, mais il faut mettre en place des actions spécifiques et des méthodologies qui permettent d'assurer l'anonymisation des données et le fait d'avoir aussi des témoignages volontaires des personnes qui vont pouvoir déclarer des perceptions de leur inclusion par rapport, par exemple, à leur couleur de peau ou à leur religion. Alors ça, c'est des choses que nous, on a évidemment modélisées, encadrées, en travaillant avec le gouvernement, avec également il y a plusieurs ministères qui soutiennent votre action. Oui, donc il y a 3 ministères qui nous soutiennent. Il y a aussi tout un écosystème d'acteurs parce que la diversité et l'inclusion, c'est plein d'acteurs sur le terrain qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont aussi de quoi nous aider à davantage améliorer et développer nos référentiels. Et donc on peut tout mesurer. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder dans les fichiers RH des organisations quelle est la représentation de la diversité dans toutes les strates de l'organisation et sur toutes les diversités. Parce que l'objectif, c'est aussi d'être global, de ne pas se dire on va regarder un petit bout, mais pas tout. Et donc d'apporter cette empreinte, un peu comme l'empreinte carbone pour la planète, l'empreinte visuelle qui est vraiment notre marque de fabrique pour montrer le niveau de maturité des organisations. Et au-delà des données RH, on va regarder tout ce qui va être process, dispositif, moyens mis en œuvre pour soutenir cette approche. Et après, j'imagine, ça aide à définir une feuille de route pour une entreprise qui veut progresser sur ces thèmes-là. Vous avez lancé en juillet dernier avec le cabinet Deloitte une certification européenne diversité et inclusion. C'est la première? Ça existait déjà? Oui, non? C'est la première avec l'approche à la fois d'être très opérable et de pouvoir rapidement, pour une entreprise, évaluer sa performance diversité et inclusion et avec un outil digital qui est le nôtre et qui permet de scanner à 360 degrés l'engagement diversité et inclusion de l'organisation. Donc c'est assez innovant et c'est vraiment une première en Europe sur ce volet-là. Parce que la réglementation change à partir du 1er janvier, c'est bien ça. Quelles sont les entreprises qui seront concernées à partir du 1er janvier, qui devront respecter cette nouvelle réglementation CSRD? Oui, effectivement, il y a la CSRD qui arrive et qui va donner encore un coup d'accélérateur sur ces sujets, parce qu'il va falloir faire un reporting extra-financier et il va falloir aussi avoir des éléments de la méthode et du cadre pour fournir ces indicateurs. Donc, on a aussi travaillé sur les indicateurs qui ont été produits par les FRAG. Et donc, en janvier, les grandes entreprises vont devoir appliquer cette directive. Ça va se faire dans le temps, mais ça va avoir un impact très rapide sur toutes les entreprises, parce que les grandes entreprises vont demander à leur chaîne de valeur et à leurs fournisseurs de se mettre en conformité. D'ailleurs, qui sont vos clients? Plutôt des grandes entreprises, des ETI? Alors, nos clients, Mixity est une solution qui est ouverte à toutes les entreprises, que notre volonté, c'est d'être inclusif aussi dans la façon dont on conçoit nos solutions. Ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont plutôt des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises qui sont dans cette volonté d'avoir une stratégie structurée dans le temps de mesure et de pilotage de leurs engagements. Est-ce que c'est aussi parce que ce sont les premières à être concernées justement par ces réglementations contraignantes? Certainement, parce qu'effectivement, la réglementation, les obligations légales
impulse aussi des ajustements de reporting stratégique, de management. On est sur des grands sujets de transformation, mais voilà, des sujets qui font aussi parfois... qui posent beaucoup de questions et voilà, il faut avoir une certaine maturité pour s'engager ou des obligations. Ça veut dire que les patronnes de PME hésitent encore ? Se disent oh là là, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas? Oui, c'est le côté, ça paraît compliqué, et puis ça paraît un enjeu qui peut-être, on le sait, dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le S est toujours un peu le parent pauvre des politiques menées, et c'est aussi avoir des ressources en interne pour à la fois à accompagner cette approche de mesure, mais aussi derrière, parce que la mesure, c'est agir. En fait, mesurer, c'est agir, c'est progresser. Et si on n'a pas forcément les équipes en place et l'organisation et les moyens pour avancer, c'est moins évident. Donc, il faut aussi se préparer à agir. Merci beaucoup Sandrine Charpentier, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va décoller à bord d'un dirigeable solaire. Il sera aussi question d'inclusion, vous verrez. Un dirigeable solaire et un défi spectaculaire, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Marie-Christine Bilbaud, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Euro Airship et Dorine Bruneteau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, futur pilote du Solar Airship One. Présentez-nous ce dirigeable. Alors il est encore en projet, mais on a envie de monter à bord. Là, quelles seront ses caractéristiques? Absolument. Si vous voulez, nous avons développé un dirigeable rigide qui va fonctionner à l'énergie 100% électrique. Ouais. C'est-à-dire, c'est un dirigeable qui va faire 151 mètres de long, qui va faire 30 mètres de diamètre et de hauteur. Et en fait, ce dirigeable-là, donc, ça va être la première mobilité aérienne décarbonée. Mais alors, à l'énergie électrique, donc c'est quoi? C'est des panneaux solaires? C'est comment ça marche? Donc, si vous voulez, donc, le dirigeable, donc, on a une technologie qui est propre, qui nous est propre. Et sur le dirigeable, sur l'enveloppe est recouverte d'à peu près 4800 mètres carrés de voiles solaires. De voiles solaires. De voiles solaires. Ça, pour vous donner une idée, ça représente à peu près 2 terrains de foot. Ces voiles solaires, en fait, donc, elles vont produire de l'énergie qui vont permettre donc d'alimenter les moteurs électriques pendant la journée. Le surplus qui ne sera pas consommé dans la journée sera stocké dans les batteries. Et en fait, pour la nuit, on n'aura pas assez de, si vous voulez, d'énergie. Ouais. Donc du coup, on va autoproduire de l'hydrogène vert par de l'électrolyse de l'eau à bord. Vous aurez une petite... On a un système d'électrolyse. D'accord. Voilà, et donc qui va alimenter les piles à combustible. Bon. Et donc du coup, si vous voulez, on a une énergie qui est complètement autonome. Le dirigeable pourrait, s'il n'y avait pas de pilote, on pourrait dire, il pourrait rester en l'air perpétuellement. D'accord. Puisqu'on est totalement indépendant. Donc là, on visualise le projet. Économiquement, quels sont ses débouchés? Quels secteurs peuvent être intéressés par un dirigeable comme celui-là? Il y a énormément de secteurs. Le fait qu'on adresse beaucoup de marchés vient de notre technologie. Une technologie qui permet de sortir par tous les temps. Et ça, c'est primordial si vous voulez être rentable. Il ne faut pas être sujet au vent, aux intempéries. Donc voilà. Nous, ce qu'on adresse comme marché, le premier marché, ça va être le marché du tourisme éco-responsable. Okay. Voilà. Le deuxième marché, ça va être bien sûr le marché de la logistique, du transport des charges lourdes. Le marché aussi de la surveillance civile et militaire. Et le marché aussi, on va dire, si ça peut être un marché, du support humanitaire. Dans le cas on va dire, de catastrophes naturelles. Avec la possibilité d'accéder à des endroits qui sont difficilement accessibles aussi, c'est ça? L'avantage du dirigeable, si vous voulez, il décolle et il atterrit verticalement. Donc on n'a pas besoin d'infrastructure au sol et à la limite, on n'a même pas besoin de se poser. Donc du coup, si vous voulez, en cas de sinistre, on peut dispatcher l'aide n'importe où. Il n'y a pas de problème de stockage à un point central. Et donc, pour faire la démonstration de l'efficacité de Solar Airship One, vous avez décidé d'organiser un tour du monde. Vous avez fait appel à 3 pilotes, Bertrand Piccard, l'ancien astronaute également Michel Tonini et Dorine Bruneteau. Départ prévu 2026. Racontez-nous un peu ce défi. C'est quoi ce tour du monde, Dorine? Alors, ce tour du monde, c'est un tour du monde donc, à bord d'un dirigeable solaire, sans escale, 25 pays survolés, traversés. Sans émissions de CO2, sans énergie fossile,
pour démontrer finalement qu'un autre moyen de transport décarboné est possible. Et avec le dirigeable solaire, c'est une réponse à la décarbonation de l'aviation qui aujourd'hui est un sujet qui est majeur, qui est traité à tous les niveaux, mais c'est une réponse parmi d'autres. Et nous allons faire le démontrer, le prouver aux côtés. Vous avez, pardon de vous interrompre, vous avez piloté toutes sortes d'engins, mais un dirigeable, jamais? J'ai jamais... Mais non, mais il y a moins de pilotes de dirigeables aujourd'hui sur Terre que d'astronautes, de cosmonautes. Ah oui. Est-ce que c'est un défi particulier? Est-ce que c'est compliqué à piloter, a priori? Alors, j'imagine, parce qu'on a très très peu de retours, de recul. Il doit y avoir peut-être 5 pilotes de dirigeables aujourd'hui. Et donc on a pour très vous peu aussi, de... c'est un défi. C'est un défi qui est... Oui, mais en même temps, c'est un défi qui est extrêmement engageant, extrêmement motivant. Parce que j'ai été pilote de voltige et aujourd'hui, piloter un dirigeable qui est un engin extrêmement... qui est lourd, où il y a énormément d'inertie, où il faut piloter justement cette inertie anticipée. Ça n'a pas du tout la réactivité d'un avion de voltige. Et donc, c'est un nouveau challenge. Mais moi, j'adore les challenges. Vous savez, j'ai eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans. Ce pourquoi aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant. Et j'ai toujours été inspirée par l'esprit pionnier dans le milieu de l'aviation. Et donc, finalement, le dirigeable, c'est une façon pour moi de poursuivre le rêve en justement répondant aux préoccupations actuelles qui sont liées au dérèglement climatique, au changement climatique, et de pouvoir continuer de voler et de m'adapter aux circonstances et à ce que nous vivons aujourd'hui. Il a fallu, j'imagine, ou il va falloir adapter le cockpit à une pilote qui est en fauteuil roulant? Absolument, absolument. Ouais. Si vous voulez, dès le départ, dès qu'on a commencé à penser à ce projet-là, on a voulu dès le départ inclure des personnes en situation de handicap et donc prévoir justement on va dire l'accès et puis le design intérieur du cockpit, de la zone de vie. Ouais, oui. Donc il sera pensé. Mais alors, la nuit, ça, vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais quand même, je me préoccupe de la sécurité de Dorine et des autres pilotes. La nuit, comment ça marche? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de soleil, évidemment, donc vous avez les piles à combustible. Vous avez stocké suffisamment d'électricité? Absolument. Et si vous voulez, les piles à combustible produisent de l'hydrogène qui permet d'alimenter les moteurs électriques. Ça prend, si vous voulez, le relais. Globalement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a séduite? Au-delà du défi, parce qu'effectivement, vous avez prouvé qu'on pouvait piloter, vous vous êtes battu pour que vous ayez le droit de piloter tout en étant en fauteuil. Qu'est-ce qui vous a séduite au-delà du défi? Il y a l'aspect, évidemment, pilotage, découverte d'une nouvelle façon de voler. Pour un pilote, ça, c'est extrêmement excitant, intéressant. Mais comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, ce dirigeable, il serait dronable. C'est-à-dire que, à la limite, on n'aurait pas besoin de pilote, on pourrait le piloter du sol. Mais moi, ce qui me paraît intéressant dans ce projet, c'est que ça va être aussi un porte-voix pour sensibiliser les générations actuelles et futures au dérèglement climatique, au changement climatique, mais aussi à l'inclusion des personnes handicapées. On va beaucoup parler des personnes handicapées dans le cadre des JO, avec les Jeux paralympiques. Et ça va être formidable. Mais voilà, ce projet-là, on va plus parler métier, on va plus parler compétences professionnelles, on va parler pilotage, on va s'adresser aussi au monde industriel et dire, regardez, les personnes handicapées peuvent être capables, comme les autres, de piloter un avion, de piloter un dirigeable, d'avoir accès à un poste de travail comme les autres et de pouvoir remplir leur mission en étant aussi performants que les valides. Évidemment. Et c'est aussi ça le message que je souhaite porter. Marie-Christine Bilbaud, vous en êtes où du projet, ce tour du monde là? Vous cherchez encore des partenaires? Absolument. Donc nous avons fini la première phase. Première phase qui était toute la phase de recherche, développement, d'engineering. Donc tout ça c'est terminé, c'est entièrement financé. Là on entame la deuxième phase qui est la phase de construction.
Et c'est la phase dans laquelle nous, on ouvre à de nouveaux sponsors la possibilité d'intégrer, de participer à ce projet qui est fantastique et qui va changer et qui va révolutionner, on va dire, tout le monde de la mobilité aérienne. Qui vous cherchez comme partenaire? C'est plutôt des partenaires qui sont déjà dans le secteur aérien, des énergéticiens, qui seraient les plus logiquement associés à un projet comme celui-là? Alors, il y a plusieurs sortes de sponsoring. Il peut y avoir le sponsoring industriel. Donc, on a déjà des partenaires comme Capgemini, comme d'autres sociétés pour lesquelles, je suis désolé, je ne peux pas donner le nom à l'heure actuelle. C'est un peu trop tôt pour en parler, d'accord. Pour en parler, oui. Mais ça peut être des sociétés qui pourraient fournir des équipements dont on aurait besoin pour construire. Ça peut être des partenaires financiers, ça peut être des partenaires de communication aussi. Voilà, un panel relativement large. Oui. On peut même imaginer que l'enveloppe du dirigeable soit un gigantesque panneau publicitaire. C'est possible, tout ça. À fait, absolument. En fait, si vous voulez, donc, on a des grilles de sponsoring avec des montants, et chaque montant, si vous voulez, à chaque montant équivaut des avantages, et qui sont, ça peut être la place sur l'enveloppe, ça peut être la place, le nom de la société, le logo, ça peut être sur les vestes des pilotes, ça peut être... on a tout un arsenal, on va dire, d'avantages qui sont spécifiés à chaque niveau de sponsoring. Je reviens à votre combat pour l'inclusion d'Aurine Bourneton. C'est parce qu'on l'a dit, mais en une phrase, il a fallu s'imposer. C'est-à-dire que quand vous arriviez sur votre fauteuil roulant en disant moi je suis pilote, je veux être pilote, qu'est-ce qu'on vous répondait? On me répondait oui, très bien, pour faire des balades autour de l'aérodrome, mais pour être pilote professionnel, certainement pas. Ce métier est interdit aux personnes handicapées. Et je me suis battue pour faire changer la réglementation jusqu'en 2003, où Dominique Bussereau a signé un arrêté ministériel qui a autorisé l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées des membres inférieurs et aussi l'accès à la voltige aérienne. Il a fallu se battre contre des montagnes et finalement on a réussi ce combat, et depuis il y a une quinzaine de personnes handicapées qui sont devenues pilotes professionnels. Alors 15 personnes, ça peut paraître assez peu, mais le symbole est magnifique, parce que ce que l'on a voulu vraiment véritablement prouver, c'est de se dire que si on peut adapter un avion en poste de travail, eh bien, on peut adapter tous les postes de travail en entreprise, et on peut donner l'accès à l'emploi aux personnes handicapées avec les mêmes chances de s'épanouir dans un travail que les autres. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues dans mon émission nous parler de Solar Airship One, décollage prévu, si tout va bien, 2026, c'est ça? Absolument. C'est l'objectif que vous vous êtes donné. À très bientôt. Tour du monde en 20 jours. Tour du monde en 20 jours. Ça va vite. Hein. Il y a 6000 mètres. Même un dirigeable, ça va très vite. Merci beaucoup. Merci. Bon vent, bon soleil aussi à votre projet. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables. Smart Ideas avec Julien Morganti, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Willow, vous l'avez créé, c'est une toute jeune entreprise, fin janvier de cette année 2023, avec Lucas Boucher. C'est quoi Willow? C'était quoi votre idée de départ? Alors Willow, c'est une société qui fait de l'automatisation de mesures d'empreinte environnementale des produits et des individus, avec comme ambition de fournir de l'information environnementale pour les consommateurs et les aider à faire des choix qui sont plus durables. Quelle méthode? Comment vous analysez le cycle de vie, le bilan carbone d'un produit? Mais en fait, on va utiliser les différents attributs qu'on peut avoir sur un produit. Où est-ce qu'il a été fabriqué, quelles sont les matières premières, son poids, l'origine des matières premières. On intègre aussi des informations sur l'usage du produit, notamment pour des produits électroniques. Et on va intégrer donc l'ensemble de ces éléments-là pour après mesurer une empreinte environnementale du produit et après recalculer un score suivant les cas. Pas seulement les émissions carbone, si je comprends bien. Il y a différents impacts environnementaux? Alors, on va dire qu'on s'est concentré dans un premier temps sur l'empreinte carbone. Oui. C'est ce qu'il y a de plus simple à mesurer? C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui est le mieux documenté. Oui. Mais en effet, on calcule l'empreinte environnementale sur d'autres indicateurs.
notamment en se reposant sur le modèle PEF, qui est la méthodologie déployée par l'Union européenne, qui va intégrer jusqu'à 16 indicateurs environnementaux, comme l'impact en termes de ressources en eau, de l'utilisation des terres, et ainsi de suite. Ouais. Quel défi vous devez relever? J'imagine que toutes les données ne sont pas forcément disponibles. Comment vous contournez cet obstacle? C'est clairement ça le sujet. On va dire la première chose qu'on a à faire avec nos clients, c'est les aider à aller collecter la bonne donnée et aussi la donnée la plus importante. Parce que si on voulait intégrer l'ensemble des données qu'on peut prendre en compte, en fait, on n'y arriverait pas. Et l'idée, c'est d'être efficace et d'aller assez vite et de comprendre très rapidement quelles sont l'empreinte des différents produits. Donc, on les aide vraiment à aller identifier cette donnée-là, valider que la donnée qu'ils collectent aussi, elle est suffisamment bonne avec nos différents algorithmes et à la fin, fournir un score qui est le plus précis possible. Vous étiez salarié chez Greenly, donc cette entreprise, c'est un spin-off, comme on dit, de Greenly. Greenly, c'est le pionnier du bilan carbone digitalisé des entreprises. Donc, ça vous a aidé en quoi? Vous avez bénéficié de leur expertise? Comment ça s'est passé? Alors, on a eu un peu les coups des libres avec Lucas, mon cofondateur, pour tester pas mal d'idées. On avait vraiment une envie, c'était comment est-ce qu'on peut aider les gens, le consommateur notamment, à agir contre le réchauffement climatique avec ces décisions d'achat. Donc on a pu itérer en interne, tester de nouvelles idées, on a eu un accès facilité en fait au marché, notamment du bilan carbone, quels sont les grands enjeux pour les entreprises, quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et voilà, avoir l'opportunité de rencontrer aussi des entreprises, tester des choses, et c'est aussi quand on était chez Greenly qu'on a lancé notre premier projet avec ManoMano. Donc voilà, ça nous a accéléré grandement avant qu'on lance la société. Ça fonctionne parce que vous êtes en partenariat avec des banques, c'est ça en fait. Enfin, ça peut fonctionner autrement, mais l'accélérateur de la diffusion, on va dire, de Willow, c'est ça? C'est le point de départ. C'est-à-dire, on s'est retrouvé à mesurer l'empreinte carbone des individus et on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin pour les aider à prendre de meilleures décisions. Donc, on a continué à le faire et en effet, un de nos gros accélérateurs, c'est notre travail avec les banques qui nous permet aussi d'être en contact de millions de personnes. Il y a combien de millions d'utilisateurs aujourd'hui? Alors, on a plusieurs millions d'utilisateurs de cette fonctionnalité, si on comprend l'ensemble de nos clients et l'application mobile aussi qu'on a par ailleurs. Et donc voilà, donc on a ce contact-là, mais l'idée, ces millions de gens, c'est qu'à la fin, on leur donne de l'information sur chacun des produits. Parce qu'en fait, ça marche comment? C'est-à-dire, je fais un achat et je vais voir apparaître à côté du prix de l'achat le bilan carbone du produit. Comment ça fonctionne exactement? Alors, ce qu'on fait avec les banques aujourd'hui, c'est surtout de la mesure d'empreinte basée sur le montant. Donc, on sait que voilà, vous allez au restaurant, vous allez avoir peut-être un repas végétarien. On sait qu'en moyenne, si vous dépensez tant, voici l'empreinte carbone associée. Maintenant, il y a besoin d'aller plus loin. Et donc, on travaille vraiment à intégrer de l'information produit. Et pour l'instant, c'est encore assez siloté. D'un côté, on travaille sur la mesure produit plutôt dans le monde du retail avec des distributeurs, avec des marques, et de l'autre côté avec les banques sur la dépense. Mais à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est réussir à se rejoindre ces deux mondes pour être le plus précis possible à partir de ce qu'on a calculé. Par exemple, sur des places de marché, on va chercher un produit sur une marketplace et on a son bilan carbone presque automatiquement, c'est ça, avant de l'acheter? Oui, c'est ça. On a le bilan carbone, par exemple, ce qu'on fait donc chez ManoMano, c'est sur l'ensemble de leur marketplace, faire une mesure d'empreinte carbone des produits, les comparer entre eux, et puis après, l'acheteur, il peut prendre une décision qui est en ligne avec ses convictions. Merci beaucoup, Julien Morganti, et bon vent à Willow. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!